Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde saison de TLS+. Notre maison brûle. Ces quelques mots furent prononcés par Jacques Chirac en 2002 lors du 4e sommet de la Terre à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette métaphore avec notre planète, qui est effectivement notre maison, je dirais même notre tout, est plus que d'actualité. Parce que c'est vrai, elle brûle, littéralement. On l'a vu ces derniers mois avec les incendies gigantesques en Californie ou encore en Australie. Oui, notre planète brûle et par conséquent, nos maisons, nos domiciles ne sont plus épargnés. Le plus grand paradoxe, c'est que nos habitations, notre urbanisme tel que nous les connaissons, participent au réchauffement de la planète et donc sont la cause des catastrophes dont elles sont elles-mêmes victimes. Quelques chiffres. Les villes émettent plus de 70% des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète, alors qu'elles n'accueillent que 50% de la population mondiale. Et tout le monde en convient, à part quelques climato-sceptiques, tout le monde a bien conscience qu'il faut agir. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On rase tout, on reconstruit, on aménage, on se déplace, on vit sous terre, sur l'eau, en l'air. Mais surtout, est-ce qu'on a le temps ? Eh bien ça, ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à mon invité maintenant. Et mon invité, c'est vous. Bonjour Jean Boukabaï. Vous êtes architecte, urbaniste et associé au cabinet BFV, une agence qui travaille aussi bien avec du public que du privé. Alors, avant de revenir sur ce que je disais en préambule, je voudrais juste, si vous êtes d'accord, qu'on fasse un petit état des lieux de la situation. On va prendre les 5-6 plus grandes villes, ce qu'on appelle les capitales monde, New York, Paris, Londres, Tokyo, Los Angeles, enfin celles que vous voulez. On en est où là ? Est-ce que ces villes sont, comme je le disais, véritablement des producteurs de pollution, de gaz à effet de serre ? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment plus polluantes que d'autres ? Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent un petit peu mieux ? C'est quoi le constat ? Il y a clairement des villes plus polluantes que d'autres. Mais tout dépend en fait de la situation à la fois de l'histoire de cette ville et l'histoire, c'est comment elle a été bâtie, construite ? Pas seulement, c'est-à-dire vous allez voir quelque part la dynamique de croissance d'une ville, d'accord ? Et puis après l'autre critère très important, c'est la densité, d'accord ? Après il y a effectivement le caractère industriel ou non de la ville. D'accord ? Donc, ce sont des facteurs liés à un développement de la pollution. Mais si vous prenez une ville comme Paris, par exemple, qu'on connaît bien, une ville comme Paris, c'est une des villes les plus denses au monde, parce que vous avez 2,2 millions sur 150 km², intramuros, donc vous avez une densité qui est très importante. Si vous prenez New York, par exemple, dont on pourrait supposer qu'elle est plus dense, ben pas du tout. C'est-à-dire que vous avez 22 000 habitants au kilomètre carré, à Paris, sur New York, c'est 6 000 habitants au kilomètre carré. Vous voyez, donc en termes de densité, pour autant, l'image qu'on a de New York, c'est ces immeubles. En fait, le territoire de New York est beaucoup plus large, et puis vous avez un habitat, ou en tout cas une construction qui est beaucoup plus basse partout ailleurs. Donc, globalement, vous avez une ville qui s'étend, et donc on n'a pas le même type de pollution, d'accord, qu'à Paris. Parce que la différence de pollution, elle se fait sur quoi ? Sur le fait de cette densité, par exemple à Paris, ce qui ne veut pas dire que New York ne l'est pas pollué. Mais enfin, après Paris ou New York, c'est pas la même chose que des villes ateliers en Inde ou en Chine, où là vous avez surtout une production industrielle en périphérie de la ville qui est tellement importante que la pollution, c'est plein de choses, mais si on parle de la qualité de l'air, elle est effectivement très saturée dans ces villes ateliers. Voilà. Oui, mais là pour le coup, on est dans un environnement purement industriel, on peut s'y attendre. Oui. À la différence de Paris, Londres, même Los Angeles. Quand vous me dites vous n'aurez pas la même chose, si vous voulez, justement du fait de cette superficie et de cette densité. Paris, par exemple, puisque je disais, voilà, si vous prenez une ville comme Lagos, par exemple, une ville comme Lagos, c'est 15 millions d'habitants sur 750 km². Donc là, vous avez quasiment le même niveau de densité d'habitants au mètre carré, mais c'est pas du tout le même territoire. C'est pas le même volume. C'est pas le même volume. Donc la circulation automobile, tout va être très différent. Et à Paris, c'est dense. Dense au sens beaucoup de monde sur un petit territoire. Et justement, quel est le premier vecteur de pollution dans les villes ? On peut imaginer tout de suite que c'est la circulation, c'est ça ? Ou c'est la consommation d'électricité, le chauffage, c'est quoi ? Chauffage, alors ça dépend. Le chauffage, évidemment, le chauffage. Si vous avez un pays qui réalise son chauffage par de la combustion de charbon, ça va créer beaucoup de pollution. Nous, en France, une partie d'électricité se fait avec
avec le nucléaire, comme vous le savez. Donc, de ce point de vue-là, voilà. Après, il y a le gaz naturel. Et puis après, dans d'autres pays, il va y avoir chauffage charbon, chauffage bois. Là aussi, beaucoup de microparticules qui sont polluantes, bien sûr. Et puis après, effectivement, cet environnement industriel ou pas. Hein, voilà. Alors justement, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Votre métier, c'est de construire des habitations, des lieux publics, tout ce qui est nécessaire au bon déroulement et au bon fonctionnement d'une cité. On peut à peu près résumer ça comme ça. Ouais. Vous avez débuté il y a quelques années, j'imagine, entre les premiers chantiers sur lesquels on vous a engagé, commandé, qui étaient programmés, et maintenant, quelles sont les plus grosses évolutions ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 30 ans, on demandait des immeubles avec des parkings, on demandait des accès pour des véhicules ? Je ne sais pas, j'invente, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est complètement autre chose. Alors que maintenant, on vous demande peut-être quoi ? D'avoir un potager sur le toit ? Quelles sont vraiment les évolutions majeures que vous avez connues sur les 20-30 dernières années dans votre profession ? Moi, à ma génération, nous, ce qu'on a connu, c'est l'émergence de la question environnementale. Ah, déjà ? Oui, c'est-à-dire que nous, dans les années... moi, je suis diplômé en fin du siècle dernier, on va dire, 93, voilà. Et donc, tout jeune architecte, j'ai commencé à faire des projets, et très vite est apparu, et s'est institutionnalisé, la question de l'environnement à travers des premiers labels qu'on appelait HQE, la haute qualité environnementale. Donc ça, c'est le début des années 2000. Et donc, à partir de là, les maîtres d'ouvrage, donc les bailleurs sociaux, les communes, l'État, ou même les privés, les promoteurs, se sont emparés, ou en tout cas ont dû s'emparer de cette question-là pour répondre à des niveaux de label qui correspondent à des niveaux d'exigence, de performance. Performance pour rendre les bâtiments plus économes, moins consommateurs d'énergie, bien sûr, et puis c'est superposé plein de couches, c'est-à-dire que dans les premiers éléments, si vous voulez, la première réponse à l'environnement, elle a été plutôt technique. Donc on parlait d'épaisseur d'isolant, on parlait de capacité de chauffage amoindrie en isolant davantage nos bâtiments. Donc on était sur des réponses sur la qualité de l'air. C'était plus sur le mode de fabrication. On était très sur l'aspect technique. D'accord. Ensuite est arrivé l'aspect plus social, plus centré sur le monde du vivant, de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de biodiversité, on parle d'espaces partagés, on parle de végétalisation, on parle d'espaces partagés. Donc on commence à parler, alors quand on parle de potager, c'est pas tant de la production alimentaire urbaine, soit, mais c'est surtout pour mettre en lien, repenser le lien entre les gens. Parce que cette politique environnementale, elle va concerner les gens directement. C'est-à-dire que autant la réponse technique faisait qu'on restait sur un mode passif pour les habitants, aujourd'hui, on passe à un mode plus actif. Donc il faut que les gens agissent. Donc si vous voulez, à la fois pour régler leur chauffage, mais aussi pour créer des liens, penser des espaces mutualisés, partagés. Donc on économise en ayant des biens communs. Mais qu'est-ce qui diffère avec maintenant, alors du coup, par rapport à ce que vous faisiez il y a 30 ans ? Parce que j'ai l'impression d'entendre... Non, pas du tout. C'est ce à quoi nous sommes arrivés. Okay. Quand j'ai commencé, on était assez loin... Enfin, ça restait des préoccupations d'architectes. Nous, les architectes, on avait déjà cette sensibilité-là. La construction bioclimatique, c'est des choses qui nous intéressaient, moi, dès le début, si vous voulez. Mais c'était une conscience, en fait. Mais c'était une conscience. Aujourd'hui, cette conscience d'architecte, d'urbaniste, elle s'est transférée sur des décideurs. Donc aujourd'hui, ce sont des décideurs et les couches se rajoutent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une pensée par rapport à la construction qui consiste presque aujourd'hui à dire qu'il faudrait presque plus construire, mais construire à partir de ce qui est déjà là. Donc aujourd'hui, réaménager, restructurer, réhabiliter. Je pense que la génération d'architectes qui va suivre la mienne, je pense qu'ils construiront beaucoup moins que la nôtre, parce qu'ils vont avoir quand même beaucoup de travail, puisque eux, ils vont devoir restructurer, repartir de ce qui est déjà là, si vous voulez. Donc restructurer des bâtiments. Mais alors là, je vous coupe, excusez-moi, mais là, il y a une question qui me vient tout de suite. C'est si difficile que ça de détruire ? On a l'impression que détruire est beaucoup plus compliqué que de construire. Là, vous êtes en train de me parler de la future génération d'architectes qui va faire avec l'ancien, donc qui n'est pas forcément... On dit souvent, et encore plus dans vos métiers, que la base... si on a des fondations solides, on aura après tout le reste qui va suivre. Mais là, ils vont travailler, alors peut-être avec des fondations solides, mais avec des matériaux qui sont peut-être plus adaptés. Détruire, c'est un problème. C'est véritablement un problème. Non, moi je pense que détruire, ça ne l'a pas été pendant longtemps, puisque en fait, on était dans une société de consommation qui faisait que, si vous voulez, y compris dans le bâtiment, si vous voulez, dès qu'un bâtiment était obsolète, sauf s'il avait une dimension patrimoniale, ce qui est complètement autre chose, s'il n'avait pas caractère patrimonial,
le plus simple, c'était de le détruire et de reconstruire un bâtiment neuf, dans une logique de consommation et de création perpétuelle de nouvelles valeurs, parce qu'on... Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que détruire génère de l'énergie, ça dépense de l'énergie, et puis détruire, finalement, pourquoi ? Puisqu'on pourrait réemployer. D'accord. Donc la logique aujourd'hui, c'est plutôt la restructuration pour le réemploi. Et aujourd'hui, nous, les architectes, on doit faire preuve de plein d'imagination, tout autant que pour construire, pour arriver à réaménager des bâtiments existants. Ce qui est très intéressant, déjà, et je pense que ça ne nous enlèvera rien, si vous voulez, nous, les architectes. Alors peut-être que les générations d'après se diront, ils ont eu de la chance, ceux d'avant, ils pouvaient construire des bâtiments, et puis nous, on doit reconstruire. Mais en fait, je pense que, peu importe, mais qu'il y aura beaucoup d'intelligence. Il y a beaucoup d'intelligence à mettre dans la reconstruction, pas la reconstruction, la restructuration. Donc vous avez plusieurs critères. Hein. Vous avez la restauration, ça c'est le bâtiment patrimonial. La rénovation, c'est remettre à neuf. La réhabilitation, c'est remettre en état d'habiter. Donc là, c'est pour mettre aux normes nouvelles. Et puis après, vous avez la restructuration, c'est-à-dire que votre bâtiment, qui est par exemple un bâtiment de bureau, il faut le transformer en logement. Donc là, on va changer son usage et vraisemblablement, on va toucher à sa structure. Parce qu'il va falloir travailler sur une prise de lumière différente, retrouver des espaces extérieurs. Donc on va vraiment le travailler en profondeur, si vous voulez. On va le travailler même sur sa structure, dans sa structure même. Mais là, réhabilitation, tout ça, c'est recyclage à la base. Alors, voilà, l'idée du recyclage. Aujourd'hui, on est dans la logique du recyclage, y compris dans les matériaux. De plus en plus, on va aller vers... aujourd'hui, on ne va plus détruire un bâtiment, on va le démolir méthodiquement. D'accord. Donc, on va faire des chantiers de démolition méthodique qui nous permettent de classer parce que les fragments, si vous voulez, de ce bâtiment, alors il y a une part qui va être des gravois, tout ce qui est béton, mais tout ce qui peut être démonté va être démonté. Plutôt que d'envoyer tout ça à la benne, ça va être classé. On va avoir des plateformes qui vont nous permettre d'acheter en fait des matériaux qui ont déjà été utilisés. Vous allez plus qu'aujourd'hui, vous allez acheter au point P, par exemple, pour acheter un matériau neuf. Et bien là, vous avez des plateformes du même ordre avec des matériaux qui ont déjà été utilisés pour lesquels vous pouvez trouver une deuxième vie. Soit en les réemployant pour le même usage, soit en les recyclant pour les transformer, pour en faire un nouvel usage. Mais avec votre réponse et la question que je viens de vous poser, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, est-ce que, à partir du moment où une cause est commune et mondiale, où tout le monde est concerné, donc quelque part tout le monde a son avis, est-ce que justement le bâti, l'urbanisme ne véhicule pas un grand nombre d'idées reçues, d'idées préconçues qu'il faudrait un petit peu oublier pour être un petit peu plus productif? Là d'ailleurs, l'erreur que je viens de faire, je pensais que la meilleure des choses était peut-être de détruire pour mieux reconstruire derrière. Quand vous êtes face à des clients, alors qu'ils soient publics ou privés, vous devez des fois certainement convaincre les gens que ceux qu'ils pensent être une bonne idée, productive, presque innovante, vous leur dites non, c'est complètement faux, vous êtes peut-être pas comme ça, mais c'est quoi les plus grosses erreurs que tout le monde véhicule pensant, pour le coup, bien faire? Après, par exemple, votre idée qu'il fallait détruire, c'était l'idée qui existait. Donc vous n'avez pas tort en soi, vous êtes juste dans l'époque, vous avez un petit train de retard, je dirais. C'est pas grave. Non, bien sûr, je le prends pas mal. Après, vous avez l'inverse qui est presque plus embêtant. Ce sont des gens qui pensent avoir un train d'avance et qui vont vous imposer, ou en tout cas des points de vue, qui sont sans doute avec des objectifs très vertueux, mais inopérants. Donc là, et qui peuvent mener à ce qu'on appelle du greenwashing. Donc ça, pour moi, c'est le plus embêtant parce que avec beaucoup de bonne volonté. Le greenwashing, c'est finalement d'annoncer des objectifs qu'on ne pourra pas tenir finalement. Moi, je pense que c'est le problème de la promesse non tenue. C'est-à-dire que si vous commencez à annoncer vis-à-vis de l'environnement. Oui, et que donc, quelque part, vous dévoyez cette histoire, enfin cette idée que quelque part, l'environnement, d'abord, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quelque chose de très sérieux, qu'il faut aborder avec beaucoup de méthodes et beaucoup de convictions, ça c'est sûr, mais surtout des solutions qui fonctionnent, si vous voulez, parce que promettre des choses qui ne fonctionnent pas, c'est contre-productif, puisque ça va remettre en doute chez les gens le fait que, ah bon, on m'a imposé ça, puis en fait, ça ne marche pas du tout. Et donc, il faut faire très attention avec ça. Donc moi, mon combat quotidien, quasiment, c'est d'arriver à amener mes interlocuteurs à des solutions justes qui fonctionnent et de ne pas promettre des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que je sais à quel point ça peut être dommageable, en fait, par rapport à la cause réellement que nous défendons. Est-ce qu'une des grosses erreurs aussi n'est pas d'imaginer qu'il y a une solution applicable à tous, qu'on peut construire les mêmes immeubles
à Londres, à Moscou, à Rio de Janeiro, et qu'en fait, allez, oui d'accord, on va peut-être changer 2-3 trucs parce qu'on a conscience que le climat n'est pas le même, mais est-ce que ce n'est pas une erreur? Parce que est-ce qu'on n'oublie pas un peu les cultures, les traditions, les religions, tout ce qui fait une société avec son histoire? Est-ce que ça aussi, c'est pas un des gros écueils face auquel la population, qui a peut-être un train de retard, mais parce qu'on n'est pas des professionnels. Bien sûr, Est-ce que ça ne fait pas partie des soucis aussi, ça? En tout cas, c'est un grand objectif. C'est-à-dire que quelque part, c'est cette bascule qu'on a entre... Donc, on vient d'un monde qui a privilégié la mondialisation, la standardisation des solutions. Et nous, en France, comme on avait un pays qui était déjà très, très auto-centré, on a une capacité historique un petit peu de trouver des solutions qui vaillent pour tout le monde. Voilà. On redécouvre, avec justement une pensée un peu plus sur le développement durable, les qualités de la solution locale. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train d'émerger, alors qui sont loin d'avoir conquis le monde entier, mais ces consciences émergent. Donc effectivement, les solutions justes sont les solutions adaptées à la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution qui vaille pour tout le monde. Parce que là où elle va être opérante, elle va être inopérante ailleurs. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a que des cas particuliers? En fait, il y a, alors pas que des cas particuliers, parce qu'il y a des cas qui se répètent quand même, mais disons qu'il va falloir trouver en fait des solutions adaptées aux situations. Donc ça peut être sur le territoire, mais ça peut être aussi, même sur un territoire comme Paris, le climat est à peu près le même. Mais vous n'avez pas la même notion, vous n'avez pas la même densité urbaine, par exemple, entre le cœur de Paris et puis la première couronne, voire la troisième couronne. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes solutions, parce que les situations changent. C'est pas qu'une question de climat. Oui, mais ça va prendre des siècles. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on est on va être dans un processus d'adaptation constamment. C'est-à-dire on va tout le temps être en train de courir par rapport à l'urgence climatique. Parce que construire une maison ou un bâtiment qui tienne un peu la route, ça se fait pas en claquant des doigts. Allez, on aborde le sujet de l'administratif, du permis de construire. Comment font, quand vous êtes je le disais tout à l'heure, vous travaillez pour du public, comment vous faites pour pouvoir débloquer des budgets, pour pouvoir inciter quelqu'un à se dépêcher parce qu'il faut construire de telle manière, parce qu'il y a un problème d'environnement avec, je ne sais pas, du sol meuble, inondable, peu importe. Comment vous faites? Est-ce que les États ont conscience de l'urgence? Est-ce que vous avez vu un changement, vous? Est-ce qu'il y a des bureaux spécifiques qui s'occupent justement de ce type d'aménagement? Alors, ce qui est certain, c'est que cette conscience, elle émerge de plus en plus, et au niveau surtout du politique, ce qui est assez... si vous voulez, là, je ne sais pas si on est complètement sorti de la crise du Covid, mais il se trouve que l'événement majeur qui a été commenté ces dernières semaines, c'est le rapport du GIEC. Tout le monde a parlé de ça. Donc d'un seul coup, on a cette nouvelle urgence qui apparaît, mais qui est là depuis longtemps. Je pense que... Il y avait d'autres rapports déjà. Oui, il y avait déjà eu d'autres rapports, mais si vous voulez, là, on a été un peu concentré sur un autre événement qui a préoccupé le monde entier, et puis là, d'un seul coup, réapparaît l'événement qui, lui, est derrière tous les autres, et qui, lui, pour lequel, si vous voulez, la course que nous avons entamée, nous sommes déjà en retard. Ouais. On a compris, tous, on est en retard. Donc là, les politiques, et surtout, les politiques sont finalement répondent aussi à des attentes de citoyens. Donc, si vous voulez, il faut que d'abord ça émerge en conscience chez les citoyens pour que les politiques s'en emparent. Enfin, je ne sais pas dans quel sens ça doit marcher, mais bon... Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Bon. Donc, aujourd'hui, les politiques, ils prennent tout ça, et puis d'un seul coup, mais même s'ils en avaient conscience avant, ils vont mettre en place des politiques d'organisation de notre société pour que nous répondions et nous fassions face à ce défi. Effectivement. Donc aujourd'hui, on est déjà très en retard. Il faut avancer vite sans se précipiter. Parce que se précipiter, ça peut nous amener, c'est ce que je disais tout à l'heure, le greenwashing, c'est pas forcément super. Donc il faut avoir un discours réaliste. On est quand même... Parce que un politicien, vous savez, il est obligé de promettre. Donc, voilà. Donc les promesses, c'est-à-dire que cette société de la promesse non tenue, elle est quand même très déceptive. Il faudrait quand même arrêter de jouer à ce jeu-là. Bon, ça, c'est ma préoccupation de citoyen, mais pour parler vrai et mettre en place des solutions qui soient réellement efficaces. Voilà. Qu'on connaît, parce que les professionnels qui sont autour de ça, ils les connaissent, les solutions. Donc il faudrait un petit peu peut-être davantage les écouter et sans promettre trop. Alors justement, vous le disiez, c'est un défi qui nous concerne tous. Ce que je vous propose maintenant, c'est nous allons nous rendre à Dakar, au Sénégal, où un jeune entrepreneur a conscience du problème de l'habitation, où à Dakar, par exemple, on est sur du 100% béton. Eh bien, ce jeune entrepreneur, il a une solution, il essaye de faire changer les mentalités, on regarde et on en parle après. Et si les solutions pour l'avenir étaient à chercher dans le passé ? Cette entreprise sénégalaise s'est réappropriée un savoir-faire traditionnel pour construire des bâtiments résistant mieux à la chaleur.
Ici, les ouvriers fabriquent des BTC, des briques de terre comprimées, à partir d'un mélange de terre crue puisée dans des mines d'argile et d'un peu de ciment. Alors qu'un parpaing en ciment est vide, une BTC, elle, est pleine, ce qui protège mieux le bâtiment face aux variations de température. On va utiliser une presse pour faire des briques qui sont calibrées pour construire. L'intérêt de la BTC, c'est effectivement qu'on va avoir une bonne inertie thermique. Plus le mur sera épais, plus ce sera intéressant. Cet ingénieur formé en France a lancé son entreprise Élémentaire il y a 10 ans, créant de nouveaux emplois dans la région de Mbour, à 80 km de Dakar. Avec l'essor de l'habitat éco-responsable, ces affaires marchent de mieux en mieux, mais les constructions en terre restent malgré tout très minoritaires au Sénégal, où le ciment est très peu cher et les lobbies du béton très puissants. La maison construite par le Sénégalais moyen, son but c'est de construire le moins cher possible et que ça soit vite construit, on va dire. Donc il va prendre la solution la plus proche de lui. Et ce qu'il voit tout le temps, c'est du béton, donc il ne va même pas se poser la question d'un autre matériau. Et il va se dire, ah ben au pire, je mettrai une clim. Et c'est ce qui va se passer, ils vont mettre des clims et on va dépenser de l'énergie. Cette maison que l'entreprise Élémentaire est en train de construire à Dakar, elle n'aura pas besoin de climatisation. Ses 4 étages sont en briques de terre comprimée. Quand il fait chaud à l'extérieur, les briques, elles conservent la fraîcheur à l'intérieur. Et l'inverse. Quand il fait froid, il fait douillet à l'intérieur. Donc, elles régulent la température, en fait, ambiante, à l'intérieur de la pièce. Si c'est bien conçu, si c'est bien construit, si c'est bien fait, quoi. Pour que les briques gagnent du terrain face au parpaing, il faudrait une véritable impulsion des pouvoirs publics. Mais on en est loin pour l'instant. La plupart des clients d'Élémentaire sont de riches particuliers. Confrontés à une urbanisation galopante, l'État, lui, continue de privilégier le béton. Aujourd'hui, plus d'un Sénégalais sur 2 habite en ville. Vous étiez en train de regarder ce sujet, vous me disiez, c'est très très bien qu'il y ait des jeunes ingénieurs, des jeunes architectes comme ça qui sont en train de réutiliser ce qui a toujours fonctionné avant en fait. Ce principe de briques pleines, vous aussi vous le faites ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ce sont effectivement de jeunes ingénieurs et architectes sénégalais. Donc ça, je suis ravi de savoir qu'il y a une génération qui se préoccupe et qui travaille dans son pays. Donc ça, c'est formidable. Et après, l'autre chose, c'est que la brique de terre crue, c'est une logique de terre, si vous voulez, mais avec déjà des pensées de mise en œuvre contemporaine. C'est-à-dire qu'effectivement, on utilise des outils, pas des outils extraordinaires. On ne peut pas dire qu'ils soient polluants, ceux-là, pour le coup. Non, pas polluants du tout, puisque la terre, elle est locale, elle est là. Ensuite, on la presse et on se sert de cette brique de terre crue. Mais fut un temps, on travaillait autrement, si vous voulez. Au Sénégal, on faisait des constructions en terre, mais avec d'autres méthodes. Et ça, c'est des méthodes plus contemporaines. Donc ça, je trouve ça formidable. Et il se trouve qu'effectivement, nous, en Occident, ou en tout cas en France, moi, je vais faire un bâtiment à Rennes où je vais me servir de ce type de structure. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de revisiter des matériaux biosourcés. On redécouvre les vertus de la terre, de la pierre, du bois et le lobby béton, parce que nous, en France, on est un pays qui s'est forgé une grande réputation sur notre capacité à faire du béton. Donc, il faut penser des systèmes de construction plus économes et des systèmes de construction qui vont être moins consommateurs d'énergie. Donc, le lobby du béton doit travailler sur sa composition de béton pour faire ce qu'on appelle béton dont on dit qu'il est décarboné. Aujourd'hui, on le dit, mais il faudrait le faire mieux. Et puis, par ailleurs, favoriser, diversifier nos systèmes constructifs. On peut travailler effectivement en terre, on peut travailler en pierre, on peut travailler en bois, et on peut mixer tout ça. On peut travailler également en acier, et on peut mixer tout ça. Et donc, aujourd'hui, diversifier nos systèmes constructifs améliorera grandement notre empreinte carbonée, plutôt que de tout donner au béton, ce qui a été notre cas pendant des années. Alors maintenant, on arrive bientôt au terme de l'émission. La question majeure, celle que je garde depuis tout à l'heure, est-ce que les grandes capitales mondes dont on a parlé en début d'émission sont plus polluantes que les grandes villes ? Yaoundé, Kinshasa, Dakar ou encore Abidjan. Est-ce que ce sont des villes, les grandes mégapoles africaines, est-ce qu'elles sont plus polluantes que nos villes, que celles que nous connaissons ? Alors, c'est pas évident de répondre à ça, mais moi, c'est mon sentiment, mais je pense que de ce que j'en connais, si vous voulez. Je pense que les grandes villes qui sont associées à un tissu industriel qui utilise des combustibles fossiles, sont globalement les villes les plus polluantes.
Voilà, donc je ne connais pas tout à fait assez la nature des villes africaines dont vous me parlez. J'en connais quelques-unes parce que je suis quand même allé quelques fois en Afrique. Et ce que je constate en revanche, c'est que si vous voulez, vous avez les causes de pollution, vous avez les pollutions qui sont liées à l'activité humaine, mais vous avez aussi de la pollution qui est liée à, quelque part, la dégradation de notre écorce terrestre. Et par exemple, les feux de forêt, les feux de brousse ou les éruptions volcaniques, ça crée énormément de pollution aussi. Parce que ça, vous avez des micro-particules qui sont blessantes, enfin qui peuvent nocives, oui. Nocives, d'accord. Donc notre dérèglement climatique génère ce type de grands feux, et ça c'est polluant. Alors ça va se retrouver en Afrique, on peut avoir des grands feux. Voilà. Après, si vous voulez, le souci, enfin en tout cas pas le souci, mais disons le sujet important sur l'Afrique, c'est la démographie. On a une population, c'est-à-dire qu'une ville comme Lagos, dont je parlais tout à l'heure, au début du siècle dernier, c'est 750 000 habitants. D'accord. En 100 ans, il passe à 15 millions. Donc vous voyez que la dynamique de la ville, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, comment cette ville se constitue, elle n'a pas le temps de construire, donc les gens habitent comme ils peuvent. Enfin, je veux dire, ça constitue, si vous voulez... voilà, Lagos, il faut voir, vous connaissez sans doute, mais bon, vous avez une urbanisation un peu sauvage et une espèce d'extension, comme ça, à partir du centre, mais jusqu'où? Et donc ça, c'est une forme de pollution, hein, puisqu'on ne peut plus nettoyer, on ne peut plus aménager, on n'a pas le temps de faire d'assainissement, enfin voilà. Donc tout ça, c'est une forme de pollution. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir? Moi, je suis hyper optimiste parce que je le suis de base, de nature, je dirais. Et je crois que les solutions, on les connaît, les consciences émergent. Et je pense, et moi, j'ai une grande foi dans la génération qui nous suit. Parce que cette génération-là est beaucoup plus préoccupée de ces sujets-là, beaucoup plus consciente, s'impliquera davantage, sera engagée, parce que beaucoup plus concernée, parce que eux, en 2040-2050, eux, c'est sûr, ils sont là. Ouais, donc, absolument. je pense que, voilà, donc moi, je compte sur eux. Mais avec eux. Jean Bocaveille, merci beaucoup. TLS+, c'est terminé pour cette semaine. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.